Avant d'appeler Emma, peut-être un petit rappel de ce graphique. Vous avez déjà vu ce graphique? Qui avait déjà vu ce graphique? Les 9 limites planétaires. Il y en a une sur le climat. Je ne vais pas toutes les épeler. Et il y en a une importante sur l'eau. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a trouvé pertinent d'inviter aujourd'hui Emma Aziza à nous rejoindre sur scène. Merci Emma. Alors Emma, tu es hydrologue, docteur de l'école des mines, tu es conférencière, tu es chroniqueuse sur France Info, tu es créatrice d'entreprise d'un centre de recherche international, mais aussi créatrice d'une start-up. Voilà. Ça fait plein de bonnes qualités pour être ici sur scène. Bienvenue Emma, bienvenue. La parole est à toi. Merci. Au moment où on est tous là, ensemble, à essayer de comprendre justement peut-être où on en est sur le plan planétaire, il y a une toute petite vaguelette d'à peu près 10 à 15 cm de hauteur qui est actuellement en train de traverser l'océan Pacifique. Cette petite onde, eh bien, elle va d'ouest en est. Elle est en train d'apporter des quantités, des masses d'eau chaude, particulièrement intenses en direction des côtes du Pérou. Alors tout ça se déroule à l'autre bout de la planète. Ça semble tellement ne pas nous concerner. Ce phénomène, ça s'appelle El Niño. Il a un pouvoir réchauffant à l'échelle planétaire. Il existe depuis 130 000 ans. Donc il a vu passer pas mal de siècles et d'histoires. Et pourtant, eh bien, ce phénomène est en train actuellement de rencontrer quelque chose de nouveau, de rencontrer le changement climatique, puisque les deux phénomènes sont en train de se conjuguer à l'échelle du Pacifique. On a à peu près 25% de chances d'arriver cet été et cette année 2023 sur un super Niño. Alors, effectivement, on avait tout de même un certain nombre d'éléments en 2022 qui nous permettaient de comprendre qu'il y avait peut-être quelque chose qui était en train de changer. Mais là, avec ce phénomène, eh bien, on rebat les cartes. On rebat les cartes complètement et on ne sait pas où on va. La seule chose que l'on sait aujourd'hui, c'est ce que l'on vient de vivre ces dernières années, les leçons qu'on peut tirer, et puis ces projections climatiques qui finalement sont revues toujours, bien souvent à la hausse. Et donc on essaye de voir un petit peu si des signaux faibles nous permettent d'avoir un angle de lecture peut-être plus fin. 2022 a déjà été une année de tous les records. Une année particulière en France puisque pour la première fois on s'est retrouvé avec un non-hiver, un hiver sans pluie, un hiver qui n'avait pas rechargé nos nappes phréatiques. On savait déjà très bien au mois de mars qu'on aurait une sécheresse extrême. Ce que l'on savait moins, c'est qu'on vivrait cette première canicule avant même le 21 juin, avant le premier jour de l'été. Une canicule extrême qui s'est suivie par un ensemble de vagues de chaleur, un ensemble de canicules durant tout l'été, qui ont placé la France sur un grill qui fait qu'on a manqué d'eau. Plus de 1300 communes en France ont manqué d'eau l'année dernière. C'était quelque chose qui semblait encore de l'ordre de l'impossible, de l'impensable. Parce que nous sommes un pays tempéré en France, nous n'avons jamais manqué d'eau. Nous recevons en général plus de 512 milliards de mètres cubes d'eau et nous avons un certain nombre d'utilisateurs de cette eau qui ne se sont jamais vraiment posé de questions. Alors on a eu effectivement quelques prémices. En 1976, on a dû payer un impôt sécheresse qui avait coûté son poste à l'époque à Jacques Chirac parce que les Français lui en avaient voulu d'avoir dû contribuer. Puis on a eu en 2005, une année El Niño très fort, eh bien effectivement une sécheresse assez importante pour que le ministère de l'écologie décide massivement de lancer un plan de communication pour que nous tous, nous fassions attention à l'eau. Nous puissions économiser notre eau.
Et si certains d'entre vous se souviennent de ce slogan, du fait que quand vous vous brossez les dents, il faut fermer votre robinet, eh bien ça vient de cette sécheresse de 2005 et de ces messages qui ont été diffusés partout. Et pourtant, eh bien, en 2005, nous avions uniquement connu 2 communes qui avaient été en rupture d'alimentation en eau potable. L'île de Belle-Île, qui était un système insulaire, donc plutôt fragile, et puis une ville en Provence, mais rien de plus. L'année 2022, c'est plus de 1300 communes, donc on a complètement changé de strate. Et puis surtout, on découvre que, au-delà du manque d'eau, eh bien, cette eau, on l'a aussi maltraitée. Il y a beaucoup de zones, de forages, où on pourrait alimenter en eau potable. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas exploitables, faute derrière de potabilité de l'eau à cause du nombre de pesticides. Donc on se rend compte que derrière la question de la quantité, lorsque cette quantité diminue, eh bien, se pose la question de la qualité. Une question qu'on ne s'est pas vraiment posée. Lorsqu'on regarde au niveau de nos nappes phréatiques, on se rend compte que, eh bien, partout, nous retrouvons tous ces polluants qui se sont diffusés dans les milieux souterrains, dans nos rivières, dans nos fleuves. Et puis, cette année 2022, elle nous a raconté d'autres choses. Déjà, la première semaine de septembre, nous avons connu une canicule qui avait 1% de probabilité de se produire. Et donc, effectivement, atteindre plus de 40 degrés, notamment dans le sud-ouest, qui a suffoqué pendant 4 mois avec des températures caniculaires, mais surtout des températures tropicales la nuit, eh bien, c'était de l'ordre de l'impensable, là encore. On est arrivé sur le mois d'octobre qui a été le mois le plus chaud jamais enregistré dans le monde, mais aussi en France. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'agréable, parce que se retrouver dans les Hauts-de-France avec un 32-35 degrés, finalement, c'est quand même très sympa d'avoir cette espèce d'effet d'été indien qui continue. Donc, on n'a pas vraiment vu la gravité, l'enjeu, l'ampleur. Et puis, on est arrivé jusqu'à fêter Noël et le Nouvel An. Et là aussi, on s'est retrouvés, eh bien, durant le dernier jour de l'année 2022, avec des températures de plus de 30 degrés à 22 heures dans le sud-ouest, le 31 décembre. Alors, si on regarde ce que ça signifie, eh bien, durant cette dernière quinzaine qui a clôturé cette année 2022, on a atteint une anomalie de température qui était de l'ordre de 5,5 degrés. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça signifie? On nous parle de projection d'1,5 degré. 5,5 degrés sur 15 jours. Bien, pour vous donner un petit peu une latitude de ce que signifie cette anomalie, eh bien, nous avons effectivement dépassé cette anomalie 2 fois dans l'histoire de la France. La première fois, c'était en août 2003. On s'en rappelle tous dans notre chair. Mais cette canicule d'août 2003, elle a fait effectivement 70 000 morts dans toute l'Europe et elle nous a surpris par son ampleur, par sa puissance, une année El Niño notamment. Et un deuxième événement a réussi à dépasser les 5,5 degrés d'anomalie de température. Ce deuxième événement, c'est le mois d'octobre 2022, c'est-à-dire il y a quelques mois. Ça signifie que nous sommes en train de basculer dans quelque chose d'absolument nouveau, et que, quelque part, il est complexe de voir et c'est difficile d'analyser comment on peut basculer d'une variabilité climatique naturelle qui a toujours existé. Nous avons toujours connu des inondations gigantesques, toujours des sécheresses extrêmes. En 1303, on traversait le Rhin à pied sec. En 1976, on jouait à la pétanque sur le lit de la rivière, sur le Rhône. Donc, on a toujours connu notamment les grandes crues de la Loire, les 3 grandes crues centennales en l'espace de 20 ans qui avaient ravagé les territoires et fait en sorte que Napoléon nous demande de faire rentrer ces eaux dans leur lit, en pensant que l'ingénierie réussirait à contrôler la nature. Le problème, c'est qu'on se retrouve dans une situation où il y a eu un peu de pluie ces dernières semaines. On était beaucoup plus serein, on l'était un peu moins au début de l'hiver, entre le mois de janvier et février, quand on a vu tous ces jours qui s'accumulaient sans que le ciel veuille finalement nous donner quelque chose. Et puis là, on est en train d'arriver dans une nouvelle période, une période particulière. On approche l'été, on se rappelle de 2022. 2022 était un phénomène sous la Niña, qui a un pouvoir refroidissant.
2023 nous annonce El Niño. Alors qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, nous savons effectivement qu'on a une anomalie thermique actuellement au niveau de l'océan Atlantique qui fait que la température monte jusqu'à 28,8 degrés sur l'Atlantique. On peut voir des images un peu partout de ces conséquences. On a 25 degrés actuellement sur la Méditerranée. On atteint une température moyenne planétaire qui est de 16,77 degrés. C'est la température moyenne. Eh bien, on est en train d'approcher le record absolu que l'on n'a jamais enregistré, qui est de 16,92 degrés et qui a été atteint au mois de juillet 2022, l'année dernière. Donc on navigue dans cet inconnu et dans tout ça, on se dit, l'eau qui commence à manquer, qui ne manque plus là en ce moment, qui risque à nouveau de manquer, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on en est? Alors si on regarde un petit peu ce cycle de l'eau, on se rend compte à quel point il est extrêmement fragile à un paramètre, la température. Cette température, elle accélère le cycle de l'eau. Non seulement elle va venir permettre d'évaporer et d'évapotranspirer massivement, mais une fois que cette eau se retrouve dans l'atmosphère, étant donné que la goutte d'eau ne s'est pas restée plus de 8 à 10 jours dans l'atmosphère, elle va finir par retomber massivement. Mais elle retombera et avec un pouvoir précipitant du nuage qui va être beaucoup plus puissant. Et vous avez peut-être pu voir le week-end dernier des orages ci et là qui nous racontent là encore à quel point même le nuage prend en ampleur et décide derrière d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus violent. Donc ce cycle de l'eau s'accélère. Il s'accélère un peu à l'image de nos sociétés, de notre monde qui veut toujours aller plus vite, plus haut, plus fort. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, on est en train de perdre notre eau à la surface de la Terre. Tout à l'heure, on vous montrait les limites de l'eau verte qui étaient dépassées. L'eau verte, c'est l'eau qu'il y a dans nos sols. Cette eau, elle disparaît parce que, nos sols ont besoin de vie pour garder cette eau. Et cette vie disparaît dans nos sols. Et donc, partout à l'échelle planétaire, nous voyons à quel point cette eau n'arrive plus à se frayer un chemin en direction des nappes phréatiques. Sur 100% de pluie qui tombe, le 2/3 repart normalement tout de suite dans l'atmosphère, à peu près 26% ruisselle, et seulement 9 à 10% réussissent à pénétrer jusqu'une nappe phréatique. Ça, c'est dans le cadre idéal. Faut-il encore que les sols soient pas artificialisés, qu'on n'ait pas de l'agriculture intensive, des étendues agricoles partout, où on compacte avec des engins toujours plus lourds, sans jamais penser à respecter cette eau. Alors elle part de nos sols, cette eau. Elle part aussi de nos lacs. Plus de 52% de tous nos lacs dans le monde ont disparu. Donc ils se réduisent comme une peau de chagrin. Et vous allez me dire, mais où elle part cette eau? Alors elle part effectivement, peut-être là où on lui fout la paix. Elle part là où elle est tranquille et on a découvert que dans certaines zones, au niveau planétaire, effectivement, on peut observer dans la plaine tibétaine, ou que ce soit dans la zone du Grand Rift africain, que des zones se rechargent, se reconstituent, que ce soit des nappes phréatiques ou les lacs, qui là, par contre, se remplissent, comme si l'eau fuyait de notre humanité, qui n'en a jamais pris conscience et qui ne l'a jamais protégée. Donc on se retrouve avec des rivières qui disparaissent aussi. Effectivement, la majeure partie de nos rivières dans le monde qui coulaient toute l'année se mettent maintenant à couler une partie de l'année. Et celles qui coulaient par intermittence, se mettent plutôt à disparaître. Mais cette eau, le cycle de l'eau et cette quantité d'eau, elle est toujours à peu près la même sur Terre. Depuis les dinosaures à aujourd'hui, elle n'a pas changé. Elle ne fait que changer de réservoir. Elle bascule d'un réservoir à un autre. Et le problème, c'est que, suivant les réservoirs, il y en a certains qu'on ne peut absolument pas utiliser. Certains ont essayé de récupérer des icebergs dans les années 70. Ils se sont un peu retrouvés limités par la taille de l'iceberg, la fonte sur le chemin, la quantité de fioul qu'il fallait utiliser dans les paquebots. Donc, on s'est arrêté et on se rend compte à quel point, c'est cette eau-là, cette eau douce que l'on est en train de perdre. Or, cette eau douce, c'est l'eau qui fait toute notre richesse. C'est l'eau qui nous permet aujourd'hui d'avoir le PIB de nos pays. Si vous avez aujourd'hui des vêtements sur vous, si vous êtes habillé normalement, c'est que vous avez eu besoin d'eau pour faire pousser du coton.
si vous avez si vous êtes là en bonne santé, c'est que vous mangez tous les jours. Et vous comme moi, eh bien, nous consommons à peu près 5 000 à 7 000 litres d'eau par jour. Cette eau, elle est cachée, une grande partie dans notre assiette. Une kilocalorie, c'est à peu près 1 litre d'eau. Donc si vous mangez 2 000 à 3 000 kilocalories, déjà, vous avez 3 000 litres d'eau qui partent dans votre assiette. Et donc, effectivement, tous nos usages ont besoin d'eau parce que l'eau est une surdouée. L'eau, elle réchauffe, elle refroidit, elle nettoie. Et donc, en fait, elle est utilisée dans tous les processus. Sauf qu'à force d'être utilisée massivement, eh bien, elle commence à se réduire et à disparaître. Une partie repart et contribue à la surélévation du niveau des océans. Et cette autre partie, eh bien, c'est une autre partie qui est prélevée sous terre, dans ces réservoirs, et qui ensuite est extraite pour pouvoir qui se retrouve dans le cycle superficiel de l'eau. Alors, effectivement, comme on avait besoin de beaucoup d'eau et de créer beaucoup de richesses, on a trouvé un moyen facile, ce sont les forages. Rien de plus simple que d'aller chercher la nappe qu'il y a sous nos pieds. Elle ne va pas fuir, c'est facile. Sauf qu'on s'est tellement mis à l'extraire partout qu'aujourd'hui, la NASA vient nous raconter quelque chose qu'on n'était pas capable de voir jusque-là, puisqu'on a un double satellite qui a été lancé au début des années 2000 et qui nous permet de voir la modification de la gravité terrestre. Et effectivement, eh bien, la gravité a évolué, notamment à l'échelle de toute l'Europe. Elle s'est modifiée et elle nous raconte quoi ? Elle nous raconte le fait que nous avons extrait beaucoup plus d'eau dans nos nappes phréatiques que nous sommes capables de les restituer. Ça signifie que dans 19 zones dans le monde, on a atteint un point de bascule. Et on continue. On continue parce qu'on a extrait de l'eau comme on a extrait du pétrole. D'ailleurs, pour aller chercher du pétrole, il faut injecter de l'eau pure. Pour aller chercher du charbon, là encore, il vous faut de l'eau. Alors, quand certains manquent d'eau, comme la Chine, en 2021, qui s'est retrouvée face à une sécheresse extrême, eh bien, elle a décidé de massivement se reporter sur le charbon, sauf que, faute d'eau pour extraire ce charbon, elle a fini par aller chercher le gaz naturel liquéfié qatari. Et la différence entre la Chine et l'Europe, c'est qu'elle n'avait pas des gazoducs qui traversaient, qui venaient de Russie et qui lui permettaient de lui apporter du gaz. Et donc, on se rend compte que derrière la question des sécheresses, eh bien, se pose une question bien plus géostratégique, plus géopolitique de cette question du manque d'eau, parce que eh bien, la plupart des formes énergétiques ont besoin d'eau, à part l'éolien et le solaire. Et donc, on a inauguré, il y a de cela à peu près 1 an, un nouveau gazoduc qui n'alimente plus l'Europe, parce que l'Europe n'en voulait plus, mais qui maintenant alimente la Chine. Comprendre ça, c'est comprendre à quel point, derrière ces barrages qui sont de plus en plus vides dans le monde, eh bien, se situent, par exemple en Chine, ce sont 2 jours par semaine des arrêts d'usines, faute d'électricité pour pouvoir travailler. Et donc, aujourd'hui, on est en train d'extraire partout, de jouer avec l'eau, un peu comme une arme de guerre. Bachar el-Assad a par exemple décidé géostratégiquement de pouvoir contaminer des puits dans les zones rebelles. À l'époque, Saddam Hussein a décidé d'assécher une zone de marée pour pouvoir s'en prendre à une population autochtone et la faire fuir. Donc il a drainé cette zone-là, qui était une zone humide. Donc on voit à quel point c'est quelque chose qui remonte depuis une époque tellement lointaine que même dans l'art de la guerre de Sun Tzu, on se rend compte que 5 siècles avant Jésus-Christ, on nous disait, si tu veux avoir une arme de guerre, qu'on détourne les fleuves. Et effectivement, tous nos fleuves quasiment sont en train d'être détournés, même les plus grands, le Tigre, l'Euphrate. Et aujourd'hui, ce qui se joue, c'est la puissance entre celui qui a le barrage, celui qui conserve l'eau à l'amont, celui qui la garde à l'aval. Donc il y a une question géostratégique. Mais à force d'avoir été puisé dans des réservoirs qui ne se reconstituent plus, il va falloir peut-être se poser des questions qui se situent derrière. Par exemple, dans les grandes plaines américaines, il faudrait 2500 ans de pluie pour reconstituer les nappes phréatiques. Si on regarde en Chine, dans certaines zones où on a des rizières importantes qui ne peuvent plus être alimentées par de la pluie,
eh bien, on extrait massivement dans les nappes phréatiques. Et on se rend compte que, eh bien, d'après les images de la NASA, de cette mission GRACE, on a encore à peu près 10 ans avant que ces nappes phréatiques soient totalement taries. Comment on alimentera ce milliard de Chinois qui se nourrit de ce riz-là? C'est des questions qu'aujourd'hui on ne se pose pas, parce qu'on a pendant très longtemps oublié que ce cycle de l'eau est essentiel. On a beaucoup regardé le carbone, effectivement, sauf que pour avoir un cycle du carbone, il faut qu'il y ait un cycle de l'eau. Si vous voulez extraire un puits de carbone, si vous voulez prendre une molécule de CO2 dans l'air, eh bien, il vous faut 6 molécules d'eau pour pouvoir ensuite faire du glucide et fabriquer cette photosynthèse qui donnera, eh bien, son essence à la plante. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation un peu bizarre. Alors, vous allez me dire, de l'eau, on en a encore plein. Si on va regarder un peu plus loin et plus profondément, à 700 km sous nos pieds, on vient de découvrir, on le savait déjà plus ou moins, mais là on l'a quantifié, on a l'équivalent de 3 fois nos océans d'eau à peu près juste au-dessus du noyau. Donc effectivement, on a une terre bleue, effectivement, on va pouvoir désaliniser de l'eau de mer. C'est une solution, et sans doute une très bonne solution dans certaines zones qui n'en ont plus d'autres de solutions. Par contre, pour pouvoir désaliniser, il faut encore aujourd'hui, en tous les cas, sur le plan technologique, avoir beaucoup d'énergie. Et dans la plupart des cas, pour avoir beaucoup d'énergie, il vous faut beaucoup d'eau ou beaucoup de pétrole. Parce que j'ai une très très bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si vous avez beaucoup d'argent, vous aurez toujours de l'eau. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même essentiel à savoir. Pourquoi? Parce que si vous avez beaucoup d'argent, vous aurez beaucoup d'électricité et donc vous pourrez désaliniser massivement. Peu importe qu'on utilise 12 produits chimiques encore aujourd'hui dans les process ou qu'on ait besoin de récupérer cette saumure et qu'elle soit rejetée sur les cordons littoraux. Ce sont des externalités négatives, mais en tous les cas, on peut avoir de l'eau douce. D'ailleurs, regardez les Émirats arabes, ce sont des pays qui ne sont traversés par aucun fleuve et vous découvrez des zones luxuriantes avec des piscines à foison qui ne viennent uniquement que de la désalinisation de l'eau de mer. Donc, effectivement, si on a de l'argent, on a de l'électricité, mais surtout, si on a du pétrole, eh bien là encore, on a de l'eau, puisqu'on voit très bien à quel point tous ces pays eh bien, sont capables de désaliniser massivement de l'eau. Ce qui est un tout petit peu triste, c'est peut-être de transformer nos rivières qui deviennent des tuyaux. Et ces tuyaux sont capables d'aller partout, parce que si vous avez beaucoup d'argent, eh bien, vous pouvez amener l'eau là où vous le souhaitez. Par exemple, dans le désert d'Atacama, au Chili, eh bien, on est capable de désaliniser l'eau de mer, de la faire remonter 1500 km dans les terres et de l'amener à 2500 mètres d'altitude, parce qu'effectivement, le jeu en vaut la chandelle et le lithium nécessite que l'on puisse... l'enjeu de la transition écologique, l'enjeu énergétique qu'il représente, eh bien, fait que l'on en paye le prix. Donc voilà un petit peu ce qui se passe à l'échelle planétaire. Alors parfois, ça peut, effectivement, il faut être lucide, il faut essayer de se poser des questions et de se dire, mais avec la manière dont on a déréglé ce cycle de l'eau, finalement, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Alors, je vais peut-être vous raconter quelque chose d'un peu plus personnel, mais je reviens il y a un mois de Colombie, où j'ai vécu avec une des dernières sociétés précolombiennes qui s'appelle le peuple Kogi. Ce peuple-là nous a appelés, 6 scientifiques, pour nous demander de venir chez eux, vivre avec eux et partager 6 heures par jour eh bien, leur savoir vernaculaire ancestraux avec nos connaissances scientifiques. Et ils nous ont proposé de faire ce que l'on appelle un diagnostic territorial partagé. Et nous avons discuté, nous avons échangé durant des heures sur leur lecture notamment de l'eau, qui pour eux est l'essence même de tout ce qu'il faut comprendre. Et le grand chaman, que l'on appelle un mamou, m'a regardé, il m'a dit « Il ne fallait pas toucher cette eau qu'il y avait dans la terre. Vous aviez bien assez d'eau dans vos rivières et dans vos sources. Pourquoi est-ce que vous avez été l'extraire ?» Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'impacte parce que, eh bien, dans un moment où on a beaucoup parlé de bassines, on a aussi beaucoup entendu parler de tout, de rien, de tout et son contraire. On ne sait plus vraiment où on en est. L'information est divulguée et on ne sait plus vraiment quoi penser.
Est-ce qu'on doit continuer à soutenir cette agriculture qui arrive à bout de souffle? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'il est normal, effectivement, de contourner les arrêtés préfectoraux qui sont finalement la représentation de l'État et donc de soutenir le fait d'aller extraire massivement des millions de litres d'eau sous terre pour les mettre en surface uniquement pour avoir le droit de les utiliser dans un moment où plus personne ne le pourra pendant l'été, puisqu'en phase de crise, l'irrigation est interdite. Eh bien, c'est des choses qui m'interrogent parce qu'on est encore en train de jouer avec ce cycle de l'eau, on est encore en train de se prendre pour des apprentis sorciers, et on voit bien à quel point, si on regarde à l'époque le colonel Kadhafi en Libye, dans son délire mégalomaniaque, avait décidé de créer la 8e rivière artificielle, la grande rivière artificielle qui alimentait Tripoli. Et donc, il a décidé d'aller pomper dans un réservoir une nappe fossile qui s'était infiltrée il y a 1 million d'années. Et il est en train actuellement de vider cette nappe phréatique. C'est à peu près ce qu'on fait partout dans le monde. La plupart vous diront, notamment lorsqu'on va en Californie, qu'on extrait toute l'eau jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mais pour vous donner peut-être un ordre d'idée du dérèglement climatique, juste cette nappe-là, celle-ci, eh bien, si vous voulez, si on réussit à l'extraire, elle va rentrer dans le cycle superficiel. Et dans ce cycle superficiel, elle ne pourra pas retrouver son chemin pour se réintroduire aussi facilement. Et donc, eh bien, ça correspond à 6000 fois la quantité de toute la vapeur d'eau que l'on a sur Terre. Et cette vapeur d'eau, elle est instable, contrairement au CO2. Alors, elle vient et elle crée des rivières atmosphériques, toujours plus puissantes, toujours plus fortes, comme par exemple les inondations qu'on a pu voir au Pakistan. Et ce que l'on a découvert dernièrement, et ça c'est tout de même incroyable, parce qu'on avait un peu ce sentiment qu'en réalité, eh bien, on avait, d'ailleurs on nous le dit souvent quand on parle du carbone, on dit mais regardez la Chine, regardez les autres. Et là, ce qui est incroyable, c'est de comprendre à quel point dans le cycle de l'eau, eh bien, il y a 2 éléments. À la fois, si vous déforestez, par exemple le Congo, vous allez générer des sécheresses tout autour. Mais on vient de découvrir que la quantité de vapeur d'eau qui allait traverser l'océan Atlantique serait moins importante. Il y aurait moins d'eau en direction de l'Amazonie et du Brésil. Et donc, on allait finalement préparer un terreau, justement parce que lorsque l'on augmente la température au Brésil et qu'on augmente par un changement climatique, on se rend compte à quel point, eh bien, en réalité, on va faciliter la déforestation. Parce que les brûlis, le fait de déforester massivement, eh bien, on a besoin d'un sol très sec. Donc, on se rend compte que, déjà, ce cycle de l'eau se fait à l'échelle planétaire. Mais ce cycle de l'eau a des conséquences aussi chez nous. Et on s'est rendu compte que, eh bien, lorsqu'on recrée nos zones humides, nos mangroves, que l'on reforeste, parce que l'arbre, eh bien, est assez incroyable. Effectivement, il consomme énormément d'eau. En moyenne, un arbre prend 1000 litres d'eau et le transpire par jour. C'est le meilleur des climatiseurs, mais il permet aussi de nucléer la goutte d'eau et il permet de recréer de la pluie. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire parce qu'on a découvert qu'effectivement, nous avions des rivières atmosphériques, tout comme nous avons des rivières au niveau de nos surfaces continentales, tout comme nous avons des formes de rivières qui se situent au niveau souterrain et qui se diffusent. Donc en fait, ces 3 étages travaillent toujours en complément et ensemble. Alors peut-être pour revenir sur ce que j'ai pu voir en Colombie, eh bien, j'ai vu 2 choses, 2 images, 2 scènes. D'un côté, j'ai vu la main de l'homme avec une action qui a été menée et la création d'un barrage il y a 6 ans, qui a conduit à une augmentation de la température de la vallée de 2 degrés. Le fait d'avoir mis ce barrage-là, déjà il y avait des peuples autochtones qui étaient situés à l'amont. On a ennoyé 36 sites sacrés à eux. Donc ils se retrouvent complètement coupés du reste du monde, ils ne peuvent plus descendre, ils sont obligés de traverser la montagne pour réussir à descendre dans la vallée. Au-delà de ça, eh bien, en l'espace de quelques mois, on n'avait plus d'eau dans les rivières, on n'avait plus de poissons dans les rivières, parce que si vous avez eh bien, cette étendue, cette surface, ce barrage qui vient bloquer le tout,
eh bien, vous empêchez cette continuité écologique de ces cours d'eau et vous empêchez ces espèces de remonter. En ayant supprimé les poissons, les pumas ont disparu, les singes sont partis et on a vu d'un coup les arbres tomber d'eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, c'est de comprendre à quel point tous ces écosystèmes, tout ce vivant a aussi besoin de cette eau, a besoin de cette chaîne, de cet équilibre. Et donc, on est venu poser ce barrage parce que, effectivement, durant la période paramilitaire, dans les plaines, on a développé massivement le palmier à huile. Et donc, l'huile de palme est particulièrement reconnue pour ses qualités, sa douceur, et donc est utilisée à peu près partout, voire même explose d'année en année en termes de quantité. Donc, j'ai pu voir ça d'un côté, et la manière dont on avait modifié le cycle de l'eau à l'échelle d'une vallée, avec ses conséquences. Et puis j'ai vu un autre territoire qui a été restitué au peuple Kogi par une association française. Et ce territoire a été récupéré il y a 6 ans. Sur les photos, vous voyez des terres en friche. Vous voyez à quel point l'exploitation intensive du café et de l'élevage localement fait qu'il n'y avait absolument plus de vie. Et puis, ce peuple-là a décidé de récupérer cette terre, de se le réapproprier, et on a vu exploser de la nature des forêts comestibles, des manguiers, des avocats, finalement des bananiers, tout ce qui permettait non seulement de vivre, de manger, mais en même temps les animaux sont revenus. Et ce qui est le plus incroyable, c'est que les sources d'eau se sont mises à rejaillir. Et lorsque j'ai commencé à expliquer ce que j'ai pu voir et observer là-bas, eh bien, je me suis rendu compte que partout dans le monde, j'avais des gens qui venaient me raconter comment, effectivement, en restituant ces terres, en leur permettant de recréer cette vie, de recréer ce microbiote à l'intérieur des sols, eh bien, les sources rejaillissent partout. Là où on respecte les terres, là où on respecte l'eau, eh bien, l'eau revient et reprend sa place. Donc on est dans une période, dans un moment où il va falloir effectivement être très lucide, être courageux aussi, on va en avoir besoin. On est tous une part de la solution. Je crois beaucoup dans le fait que certaines technologies vont venir nous accompagner. Mais effectivement, quand on regarde les images de New York ces dernières semaines, et des feux en Alberta avec près d'1 milliard d'hectares brûlés, on se dit que la technologie peut tout de même paraître un petit peu infime par rapport aux défis qu'on a devant nous. Donc je crois qu'il faut rester humble, un peu à l'image de ce Napoléon qui voulait absolument refaire venir ces eaux dans leur lit en créant des digues partout, ces digues qui à la moindre inondation sont capables de créer des brèches et finalement d'inonder encore un peu plus. Eh bien je crois qu'on a besoin aujourd'hui de cette humilité, on a besoin de cette lucidité, on a besoin de chacun, que chacun comprenne qu'on peut faire sa part. On peut faire sa part dans notre assiette, on peut faire sa part dans les choix de ce à quoi on contribue. Comprendre que derrière chaque chose que l'on achète, eh bien, se cache de l'eau, mais se cache aussi eh bien, un milieu, une nature, une biodiversité, et surtout comprendre à quel point, eh bien, en fait, le plus grand utilisateur de l'eau, c'est pas nous, c'est le vivant. Parce qu'on a tous besoin d'eau. Nos insectes ont besoin d'eau, nos poissons, bien sûr, mais nos oiseaux, on voit à quel point ils disparaissent en France. Et donc, venir extraire de l'eau massivement dans les nappes phréatiques pour en faire des retenues de surface, eh bien, c'est couper le lien entre les nappes phréatiques et les rivières. Mais c'est aussi effondrer tout le vivant derrière. Et donc, nous sommes dans une période, dans un moment de l'histoire où nous avons le choix de ce à quoi nous croyons, de ce à quoi nous devons contribuer. Alors, j'ai vu beaucoup de gens se lever lorsqu'on a parlé d'éco-anxiété. Et j'ai peut-être juste envie de vous dire, ne donnez pas votre sourire, ne donnez pas votre joie, gardez-la pour vous, on en a besoin, parce qu'on a besoin de gens forts qui soient capables justement de dépasser certaines montagnes, certains lobbies qui semblent tellement immuables, qui font qu'aujourd'hui, eh bien, on continue massivement à polluer à l'échelle planétaire nos assiettes, nos organismes, mais finalement l'intégralité du vivant. Mais ce que j'ai pu voir aussi, c'est à quel point eh bien, cette nature, elle renaît. Cette nature est résiliente, à condition qu'on la mette dans les mains de ceux qui savent en prendre soin. Donc peut-être nous pouvons tous, dans la salle, être une partie de ces mains
et réussir chacun à un bout de terre, peut-être sur sa terrasse, peut-être dans son jardin, peut-être sur un espace agricole un peu plus grand, eh bien recréer ce cercle vertueux et relaisser sa place au vivant. Ce vivant qui a disparu en grande partie dans le monde. 97% des animaux sauvages existaient, il y a 10 000 ans, 97% des vertébrés dans le monde étaient des animaux sauvages. Aujourd'hui, il en reste 2%. La plupart sont dans des réserves naturelles ou dans des eaux. Donc je crois qu'on a besoin de laisser sa place aux sauvages, de laisser sa place aux vivants, de comprendre qu'on est à l'intérieur de ce système-là. Si on regarde ces quantités, il reste 2%, ça veut dire que 13%, c'est à peu près l'humanité et les animaux domestiqués, et les 85%, ce sont des vaches, du bétail qu'il faut nourrir, qui a besoin de terre et d'espace. Et ces espaces-là ont besoin énormément d'eau. Alors peut-être nous pouvons contribuer à l'aide de notre fourchette à essayer de changer certaines mentalités. Peut-être pas de manière disruptive, on n'est pas obligé de passer d'un système à un autre, mais peut-être essayer de favoriser des filières qui, derrière, nous permettent de prendre conscience que ce au moins à quoi on contribue, eh bien derrière est un système qui va dans le bon sens, qui est plus bienveillant. On a besoin de cette conscience à l'échelle planétaire, mais surtout à l'échelle de chacun d'entre vous, parce que nous tous, si chacun nous comprenons la part que nous pouvons faire, eh bien nous allons retrouver beaucoup plus de pouvoir et nous allons pouvoir mettre en œuvre des actions qui feront notre futur et notre demain. Je vous remercie.